BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre. Bien sûr, de nombreuses questions à vous poser à l'aube de l'examen du budget, la question aussi du rôle du Rassemblement national, cette bataille autour de Doliprane et puis les propos d'Emmanuel Macron sur la création d'Israël. Mais je voudrais qu'on commence avec la façon dont Bruno Retailleau veut revoir les lois immigration et notamment votre circulaire, la circulaire Valls. On pensait honnêtement que Manuel Valls, vous faisiez partie des anciens premiers ministres ou ministres de l'Intérieur, peut-être les plus fermes sur ces questions-là. Quand on écoute Bruno Retailleau, au contraire, vous seriez un des plus laxistes, ou en tout cas, votre circulaire aurait fait rentrer beaucoup plus de monde qu'il ne le souhaite. Moi, j'essaie d'analyser, de comprendre les déclarations de Bruno Retailleau. J'imagine, et de ce point de vue-là, je le soutiens, il cherche à répondre à une attente très forte des Français. Je me suis déjà exprimé, y compris à votre micro, il y a quelques mois, sur ce sujet, celui de l'immigration, qu'il faut davantage maîtriser. Il faut une forme de rupture avec les politiques d'immigration qui ont été menées depuis plusieurs décennies. Donc vous soutenez la suppression de votre circulaire, la circulaire Valls. Mais nous avons besoin d'une politique intelligente, souple, qui donne la main au préfet pour régler des problèmes qui parfois, la loi ne peut pas régler. Je m'explique. La circulaire Valls, qui porte donc mon nom et qui date du 28 novembre 2012 et qui a duré donc 12 ans, visait à régler des problèmes insolubles, des non expulsables, ni régularisables, de travailleurs dans un certain nombre de secteurs clés pour notre pays, la restauration, le nettoyage. Bref, là où nous avons ces salariés qui travaillaient déjà en France depuis un certain nombre d'années, et le cas aussi de familles et notamment d'enfants présents, par exemple, depuis déjà 3 ans. C'était la question des enfants aussi sol. Scolarisés. Et des enfants scolarisés depuis 3 ans sur notre sol. Ces principes-là, qui sont des principes à la fois humains, réalistes, doivent d'une manière ou d'une autre être gérés. Autant, je crois qu'il faut être d'une très grande fermeté par rapport à l'immigration irrégulière. Il faut des politiques très fermes aussi à nos frontières, comme aux frontières de l'Europe. Nous n'avons pas besoin, sans doute dans beaucoup de secteurs, d'une nouvelle immigration. Et si nous en avons besoin, il faudra des quotas par secteur, par métier. Et donc là, il faut réformer la Constitution. Donc sur tous ces sujets, mais sur la circulaire ou les principes de la circulaire, on peut toujours faire évoluer tel ou tel point. Mais sur la circulaire elle-même, les principes, ils devront d'une manière ou d'une autre être respectés et appliqués. Il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a un aspect qui est l'automaticité de ces questions-là, dont vous dites aujourd'hui, il faut que les préfets puissent juger davantage au cas par cas. Mais vous alertez, si je comprends bien malgré tout, sur une part d'humanité qu'il ne faudrait pas perdre en rejetant cette circulaire. C'est la question effectivement des parents d'enfants scolarisés depuis au moins 3 ans, qui peuvent donc justifier aussi d'une installation durable en France. C'est la question des jeunes majeurs qui, à 18 ans, tombaient dans une forme de clandestinité ou de situation irrégulière. Et c'est à eux que votre circulaire s'adressait précisément. Et ces principes-là doivent être maintenus, parce qu'il faut du réalisme. Sinon, on va se retrouver avec des salariés, des jeunes, des gamins qui seront dans une situation de non-droit, ni régularisable, ni expulsable. Ça s'appelle une régularisation à titre exceptionnel. Voilà, et moi je n'avais pas voulu, ça renvoie à quelques années déjà en arrière, je n'avais pas voulu comme ministre de l'Intérieur une grande loi sur l'immigration, parce que je sentais bien, notamment à gauche, dans la majorité présidentielle de François Hollande, les divisions, les débats sur un sujet où nous n'étions pas très préparés. Donc j'ai voulu une circulaire réaliste, qui règle un certain nombre de problèmes concrets, des cas concrets. Et tout ministre de l'Intérieur, tout gouvernement, tout préfet sur le terrain est amené ou sont amenés à traiter de ces questions. Après, il y a l'ensemble de la politique d'immigration. Elle a l'air de prendre beaucoup de place, malgré tout. D'abord parce que effectivement, c'est des questions qui sont traitées en France, c'est des questions qui vont être traitées aussi en Europe, puisque c'est au menu du Conseil européen de jeudi et de vendredi qui sera réuni à Bruxelles, avec la question du renforcement, je cite, du retour des clandestins dans leur pays d'origine. Michel Barnier et Bruno Retailleau se rendront à Menton, à la frontière avec l'Italie, vendredi, vraisemblablement
justement avec cette question d'un renforcement des contrôles aux frontières. Lorsque vous regardez ce que fait l'Allemagne, ce que fait le Danemark, ce que font aussi nos voisins britanniques sur le renforcement des contrôles aux frontières, est-ce que vous estimez que la France devrait peut-être aussi aller dans ce sens-là, dans ce que fait l'Allemagne, dans ce que fait le Danemark? Oui, bien évidemment. Le débat sur la circulaire, c'est un point, mais qui n'est pas essentiel. Il est important, il est un peu symbolique. Mais d'une certaine manière, ce qui est essentiel, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, quelle politique d'immigration pour la France et pour l'Europe? Et les deux sont essentiels, il faut les combiner ensemble. Puisqu'il faut à la fois protéger nos frontières nationales et surtout les frontières de l'Union européenne. Il y a un mouvement aujourd'hui en Europe. Vous avez cité des pays dirigés par des sociodémocrates. Oui, ce sont des pays qui sont dirigés par la gauche. La Grande-Bretagne, le Danemark depuis déjà un certain nombre d'années, plus récemment l'Allemagne, l'Italie aussi, dirigée par Madame Meloni, de la droite populiste. Mais donc vous voyez bien qu'il y a nécessité d'un changement. Je vais vous prendre un exemple. Il y a aujourd'hui un nouveau Lampedusa en Europe. Ce sont les Canaries, avec des milliers de migrants qui traversent l'Atlantique, des côtes marocaines ou mauritaniennes ou sénégalaises, vers les Canaries. Plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers ces derniers mois sont arrivés aux Canaries. Ces personnes-là sont ensuite amenées sur la péninsule ibérique, en Espagne. Et beaucoup d'entre eux, ensuite, remontent vers le nord. Beaucoup sont francophones. Donc on voit bien que ces questions-là... C'est un problème espagnol ou c'est un problème européen? C'est un problème espagnol, c'est un problème européen. Et tant que l'Europe n'a pas aussi un projet, une vision sur le continent de demain, qu'est l'Afrique, qui va doubler sa population, un pays comme le Nigeria va passer à 400 millions d'habitants d'ici 2050, donc pratiquement plus que la totalité de la population de l'Union européenne, nous voyons bien que là, il faut des mesures à la fois nationales et européennes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ensemble. des aides au développement supérieur? Des aides au développement, des conditions aussi posées à cette aide au développement, des accords avec ces pays. L'Italie a passé un certain nombre d'accords, notamment avec la Libye et la Tunisie, ou pour accueillir aussi des réfugiés ou des migrants clandestins avec l'Albanie. Donc il faut le moins d'idéologie possible, il faut beaucoup de réalisme, il faut répondre à cette question essentielle. Avons-nous besoin davantage d'immigration dans notre pays? Aujourd'hui, je ne le pense pas. Quelle est la priorité? C'est l'intégration et l'assimilation de ceux qui sont sur notre sol. Faut-il être plus ferme sur nos frontières intérieures et extérieures? Oui. Donc sur ces politiques-là, ce que je demande déjà depuis un an, notamment au moment du débat sur l'immigration, la dernière loi immigration qui ne date que de janvier 2024, c'est qu'on soit capable de créer les conditions d'une union nationale, qu'on ne réponde pas seulement à la demande du Rassemblement national, mais que Bruno Retailleau soit capable de bâtir intelligemment, avec le Sénat et l'Assemblée nationale, et avec tous les groupes, une politique Tous les groupes? Vous pensez? Le maximum de groupes. Parce que pour l'instant, c'est en effet surtout, on voit bien, vis-à-vis du RN. Oui, mais il risque peut-être de ne pas avoir de majorité. Alors, donc, ça veut bien dire que sur la base de ce qui se fait en Europe, sur le pacte migration qui a été adopté il y a quelques mois, les uns et les autres, sans démagogie, au nom de l'intérêt général, soient capables de converger sur ce sujet-là qui nous oblige à un changement massif, radical en matière de politique d'immigration d'un côté, mais aussi d'assimilation et d'intégration dans notre pays. Pour moi, c'est la priorité. Manuel Valls, vous avez évoqué le cas de l'Italie. Il y a eu cet accord passé avec l'Albanie. Ce matin, le premier migrant qui souhaite se rendre en Italie est arrivé en Albanie, puisque c'est cette logique du pays tiers, comme le dit l'Italie, faire traiter les dossiers non plus sur le sol italien, mais en amont. En Albanie. Est-ce que c'est pour vous un modèle dont la France pourrait s'inspirer? Il faut regarder l'ensemble des possibilités qui existent. Je crois qu'il ne faut pas de tabou. Et nous-mêmes, nous avons d'ailleurs des relations évidemment privilégiées avec les pays francophones, avec les pays de l'ancien empire colonial, avec les pays d'Afrique de l'Ouest comme avec les pays du Maghreb. Mais par exemple, je crois qu'il faut, comme l'avait proposé Édouard Philippe il y a déjà quelques mois, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, remettre en cause un certain nombre d'accords, dont pensez à l'Algérie ? Dont celui de 1968 avec l'Algérie. Donc il faut une politique d'ensemble. Que je demande pitié, c'est qu'on n'amuse pas la galerie, c'est qu'on ne se focalise pas sur tel ou tel point, mais qu'on soit capable de bâtir une politique d'ensemble qui soit intelligente, comprise par les Français et surtout, je pense notamment aux reconduites à la frontière,
efficace. Parce qu'au fond, c'est ça ce que nous demandent nos compatriotes, c'est de l'efficacité. Sur la question de l'efficacité, le nouveau ministre de l'Intérieur évoque aussi la nécessité d'une nouvelle loi immigration, quelques mois seulement après la précédente, comme vous le dites, avec notamment un objectif, permettre d'augmenter la durée de détention en centre de rétention administratif. Êtes-vous favorable? Cela ne me pose pas de problème, cela existe déjà dans d'autres pays. Je précise les chiffres, en effet. En France, aujourd'hui, c'est 90 jours. En Allemagne, c'est 210 jours. Et l'Europe autorise à aller jusqu'à 500 jours. Donc, nous sommes dans le cadre européen, dans le cadre de ce qu'on appelle l'état de droit, non? Donc, on peut parfaitement mener ce type de politique. Encore une fois, au nom de l'efficacité, pas seulement pour répondre à l'émotion légitime suite au meurtre effrayant de Philippines, qui n'est pas lié à la durée de rétention, comme vous le savez, mais à une erreur incontestable administrative. C'est très important de le préciser ici, puisqu'effectivement une certaine confusion a été amenée au départ. Oui, le laisser-passer pour repartir, pour pouvoir faire repartir le meurtrier présumé de Philippines au Maroc n'a été reçu qu'après qu'il ait été sorti du centre de rétention administratif, mais ce n'était pas en cause la durée de rétention, mais en revanche, le questionnaire, la question envoyée au Maroc n'avait pas été envoyée par le bon service, bref, un dysfonctionnement des services de l'État et non pas une question de durée de détention. Une question aussi sur l'AME, voilà aussi ce qui pourrait être dans cette nouvelle loi immigration, l'aide médicale d'État qui pourrait être transformée en aide médicale d'urgence. Est-ce que ça répondrait au principe d'humanité dont vous parliez ? C'est un problème d'abord de santé publique. Moi, j'ai étudié encore ces derniers mois ce sujet. Il y a un rapport qui avait été demandé par Elisabeth Borne sur ce sujet-là, qui avait conclu qu'il fallait garder l'AME. Après, on peut restreindre le panier des soins, le rendre le plus efficace possible, que personne ne profite de ce dispositif. Mais tous les médecins le disent. Et d'ailleurs, le vrai problème, c'est que si on voulait un changement, un chambardement dans ce domaine-là, les médecins n'appliqueraient pas cette loi, se retrouveraient face à des cas. Ils sont obligés de soigner. Nous risquerions d'ailleurs, par ailleurs, d'avoir un certain nombre de problèmes, d'épidémies, de contagions, si ces personnes-là n'étaient pas soignées. Donc il ne faut pas supprimer l'AME. Il ne faut pas supprimer l'AME. Je crois que l'idéologie dans ce domaine-là est dangereuse. L'efficacité est la seule voie possible. Parce que j'ai été ministre de l'Intérieur et Premier ministre, parce que j'ai été maire d'Évry pendant des années, parce que j'ai vu aussi les dégâts d'une immigration illégale, d'une immigration non contrôlée, une forme d'échec aussi de notre modèle d'assimilation et d'intégration. J'attends et j'espère beaucoup de responsabilités de la part de tous les acteurs politiques sur ce sujet comme sur d'autres, nous y reviendrons, parce qu'au fond, il en va d'une certaine idée de ce qu'est la cohésion de notre pays, de nos débats publics, de nos querelles permanentes. Si sur ce sujet-là, je ne suis pas naïf, nous pouvions créer les conditions d'une unité nationale pour qu'enfin on puisse non seulement légiférer, mais faire évoluer notre Constitution, car beaucoup de ces sujets que nous avons traités nécessitent des évolutions constitutionnelles, eh bien alors, chacun aura fait preuve, je crois, d'une certaine hauteur de vue. En 2015, vous aviez prononcé ce mot, apartheid. Apartheid en France, est-ce que vous estimez aujourd'hui que ce mot est toujours juste ? Oui, j'avais parlé d'un apartheid territorial, social, ethnique et religieux. Oui, je crois que nous avons, au cours de ces dernières décennies, entassé les mêmes populations, venant souvent des mêmes régions les plus pauvres d'Afrique, dans des régions déjà, ou dans des villes où on a des quartiers en grande difficulté, parce qu'il n'y a pas de politique du peuplement, de l'habitat et du logement capable d'organiser précisément ce peuplement sur notre pays. Et en tout cas, nous voyons bien qu'il faut stopper des flux d'immigration qui viennent toujours des mêmes régions, qui vont vers les mêmes origines, dans les mêmes quartiers, et qui font imploser ces quartiers malgré tous les efforts que font les maires en matière d'investissement. Donc un plus grand partage, en quelque sorte, du territoire. Un mot... Vous savez, Apolline de Malherbe, puisqu'il y a ce genre de débat, moi je pense que l'immigration est une chance pour notre pays. Vous diriez que l'immigration est une chance. Alors évidemment, vous faites référence à la phrase de Bruno Retailleau qui dit « ça n'est plus une chance pour notre pays ». Pour moi, ce pays a été une chance. Je suis né à Barcelone, j'ai été naturalisé français en 1982 et ce pays m'a tout donné. Et en même temps, je sais tout l'apport de tous les enfants de l'immigration depuis des générations pour notre pays. On ne va pas prendre les exemples que nous avons tous en tête. Mais cette chance qu'il faut conserver, elle ne peut marcher qu'à une seule condition, que l'immigration soit maîtrisée, que le peuplement soit bien réparti. Et donc c'est pour cela qu'il faut, dans ces domaines-là, des changements
massif. Manuel Valls, nous sommes aujourd'hui 4 ans, jour pour jour, après la mort de Samuel Paty. Il y a eu cet hommage qui a été rendu à la fois d'ailleurs à la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. On a appris hier que cette minute de silence avait été honnêtement très peu perturbée dans les collèges et les lycées de France. On aura une vue d'ensemble un peu plus précise, mais au moment où l'on se parle, ce ne sont que 78 atteintes qui auraient été, à cette minute de silence, qui auraient été recensées. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un apaisement sur ces questions-là? Est-ce que vous estimez que cette remise en cause de la laïcité, elle commence peut-être à être derrière nous? Je crois qu'il y a surtout un immense attachement de nos compatriotes, qui ont été marqués évidemment par les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, un immense attachement à la République, à la laïcité, à l'école. C'est incontestable. C'est pour ça qu'il faut soutenir, aider les enseignants face à ces atteintes à la laïcité. Mais ne soyons pas naïfs là non plus. L'islamisme, qui est pour moi La sœur de Samuel Paty dit rien n'a changé. Et si elle le dit, il faut l'écouter. Sa parole est puissante et forte. Elle publie en effet un livre aujourd'hui sur ce sujet-là. L'islamisme nous mène une guerre de longue durée. Parlerons peut-être du Proche-Orient. En première ligne, Israël. Mais chez nous, depuis des années, les attentats, évidemment, de 2015 et 2016, les assassinats, les mises en cause de la laïcité, la stratégie notamment des frères musulmans, qui est une stratégie de long terme. Et ils ont choisi l'Europe, là où il y a ces communautés immigrées de confession ou de culture arabo-musulmane, pour les séparer du reste des populations. Partout, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les pays du nord de l'Europe, il y a cette stratégie. Donc c'est une bataille qui ne fait que commencer. On peut se réjouir de la résistance des Français, de l'école, face à ces atteintes à la laïcité. Mais ne soyons pas naïfs, c'est une guerre que nous mène l'islamisme, soit par des attentats, soit par un entrisme dans les associations, dans le mouvement sportif, dans les médias, dans l'université. Nous voyons bien sur le débat autour du Proche-Orient. Donc, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas baisser la garde, et la défense de la République et de la laïcité, c'est le combat de ma vie. Il faut poursuivre cette bataille parce qu'elle est essentielle pour notre pays. Elle est, comme on dit, identitaire, civilisationnelle, culturelle, peu importe le mot, mais la laïcité et la République, c'est l'essence même de la France. Donc, mais de vous-même, Manuel Valls, vous faites une sorte, vous dites, on va parler d'Israël. Est-ce que ça veut dire que c'est le même combat, que c'est le même ennemi, que c'est la même problématique? Et finalement, au fond, vous-même, vous faites un lien entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. C'est le même combat. Mais évidemment que c'est le même combat. Si Israël tombe, Israël qui est en première ligne face à l'islamisme, dans sa version la plus effrayante, nous avons évidemment tous en tête la mémoire, les attentats, les attaques du 7 octobre 2024. Beaucoup de Français, en voyant ce qui s'est passé là-bas, ont comparé ce qui s'est passé par exemple dans cette fête dans le désert du Negev, au Bataclan, le festival, aux terrasses de Paris. Donc oui, c'est l'islamisme du Hamas, du Hezbollah. Derrière le Hamas, il y a les frères musulmans. Derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Oui, Israël est en première ligne. Donc si Israël tombe, nous tombons. Et nous devons soutenir de ce point de vue-là un pays allié, un pays ami, un pays démocratique qui porte les mêmes valeurs que nous. Vous avez en tête, j'imagine bien sûr, les propos qui ont été rapportés d'Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres d'hier, rapportés par un certain nombre de participants, qui n'ont d'ailleurs pas été démentis par l'Élysée. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier, aurait dit Emmanuel Macron, que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Sous-entendu, il a été créé, il peut être décréé, et puis surtout, il faut respecter donc ceux qui l'ont créé. Quel point de vue vous avez sur cette phrase d'Emmanuel Macron, cette déclaration d'Emmanuel Macron? Je ne sais pas si Emmanuel Macron a véritablement tenu ses propos. Il ne l'a pas démenti, en tout cas. L'Élysée ne l'a pas démenti. Ils n'ont pas été démentis. Emmanuel Macron, en tout cas, depuis le 7 octobre dernier, commet des erreurs, des fautes politiques, historiques, stratégiques, qui non seulement éthiques, qui non seulement l'affaiblissent, mais qui affaiblissent la parole de la France dans le monde et dans cette région. C'est comme s'il avait donné, à travers cette déclaration que vous avez rappelée, un bail temporaire à Israël, sous réserve de bonne conduite, oubliant les conditions mêmes de la création d'Israël, de l'histoire du sionisme, les conséquences évidemment de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne comprend rien à ce qu'est Israël.
et à ce qu'est la sensibilité, notamment depuis un an, du monde juif, mais aussi de nos compatriotes. Il pétri de contradictions en permanence. Je ne l'ai jamais dit avec autant de colère et de force, mais je pense que le moment est venu, surtout après ces déclarations. Il y a un an, il appelait à une coalition internationale contre le Hamas. Et là, par une forme d'équidistance entre le Hezbollah et Israël, il donne le sentiment de créer une coalition internationale contre Israël. Donc, perdons nos valeurs, ce lien avec Israël, nos visions stratégiques. Donc, mais il a peur de quoi, Emmanuel Macron? Si je vous écoute, il a peur de quoi? Pourquoi il dit ça? Il dit ça par rapport à ce qui se passe là-bas? Il dit ça par rapport à ce qui se passe ici? Il commence à y avoir, j'ai parlé d'erreur, mais il commence quand même y avoir une forme de ligne, non, entre les raisons pour lesquelles il a décliné sa présence lors de la fameuse marche contre l'antisémitisme le 12 novembre de l'année dernière, en disant qu'il ne voulait pas diviser les Français. On ne divise jamais, Apolline de Malherbe, sur l'antisémitisme. Ses réactions déséquilibrées sur le Liban, ou ses dernières déclarations sur l'arrêt de vente d'armes, même si la France ne vend pas d'armes à Israël, sur l'arrêt de vente d'armes, comme s'il s'agissait aujourd'hui, alors qu'Israël est engagé sur plusieurs fronts, que demain l'Iran peut avoir la bombe atomique, comme si aujourd'hui il s'agissait de désarmer un allié. Non, là, ça ne va pas du tout. Donc, faut qu'il arrête, faut qu'il rectifie. Il nous représente, c'est le chef de l'État sur un sujet majeur, nous voulons de le rappeler. Manuel Valls, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, merci à vous. Et je précise, pour que les choses soient complètes, que certes, les propos d'Emmanuel Macron n'ont pas été démentis, mais que le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, a précisé que ces propos s'inscrivaient, je cite, dans un propos général sur la façon dont Israël et les autres pays devaient respecter, dit-il, la charte des Nations Unies. Merci Manuel Valls.